Salut Aurélie. Bonjour Christophe, merci pour cette interview. J'espère que je vais pouvoir répondre à toutes tes questions et bien entendu avec mon point de vue de recruteur. Très bien. Non, non, mais c'est moi qui te remercie. Voilà, j'avais pris contact avec toi il y a quelques mois parce que je voulais lancer un petit peu toute cette série de vidéos concernant les acteurs d'environnement Salesforce et je m'étais dit tout de suite que quelqu'un qui est chasseur de talent de tête dans l'environnement Salesforce, ça pouvait être intéressant. J'ai beaucoup de questions de gens là-dessus, sur bon, la Mhm. formation, on l'avait déjà vu largement avec Victor, donc là, on va être plus sur des questions de compétences, de rémunération, de recherche de profil de la part des recruteurs, de comment tu vois les choses, l'avenir, comment ça s'est passé aussi avec le Covid, l'état du marché, de l'emploi. Voilà à peu près tout ce qu'on va passer en revue. Super. Pour commencer, je vais te demander de te présenter un petit peu, voir ton parcours jusqu'à la création de ton cabinet. Ok, oui, avec plaisir. Donc moi, c'est Aurélie Goyer. Je suis l'heureuse cofondatrice du cabinet de recrutement G Talent. Et en fait, mon expérience professionnelle, elle a démarré à Londres. J'ai découvert le métier de chasseur de tête là-bas. J'étais consultante en recrutement. Alors, à savoir, j'ai commencé dans le marché de l'actuariat. En fait, je recrutais des actuaires Ouais, qui sont des personnes, tu sais, qui travaillent dans les grandes compagnies d'assurance, ouais, cabinets de conseil et parfois les banques. Et c'est en 2020 que j'ai bifurqué sur le marché de Salesforce. J'y ai vu son potentiel et à partir de là, je me suis dit, je me lance et puis je décide d'ouvrir ma propre agence. d'accord. Et vous êtes combien d'associés du coup dans l'agence, donc chez G Talent? On est deux, donc j'ai D'accord. décidé d'ouvrir ce cabinet avec un autre associé qui est Naji Gasmi. Ouais, En fait, coïncidence, on s'est rencontrés à Londres. Il était lui-même consultant spécialisé Salesforce. d'accord. Et en fait, 2020 hein, est l'année qu'on a tous connue, hein, effectivement, l'année de crise. Et nous, finalement, on y a vu une opportunité. Le métier de chasseur de tête, on savait le faire. Et on s'est dit, bon, on va créer notre propre cabinet, d'où est né G Talent, avec la spécificité quand même d'être local, puisqu'on a décidé non pas de créer la société au UK, mais de revenir en France pour avoir une proximité avec les candidats et les clients. Et aujourd'hui, D'accord. on est basé à Lyon. D'accord. Vous êtes basé à Lyon, mais vous rayonnez un petit peu sur le territoire national. C'est une entreprise qui est de Paris, Brest ou peu importe, Mhm. peut quand même vous contacter pour un profil. Bien sûr, avec plaisir. Aujourd'hui, alors, effectivement, je vais présenter très rapidement notre Ouais, cabinet. Donc, présente-le. on est spécialisé sur le CRM Salesforce uniquement. On recrute effectivement dans toute la France. On recrute des profils aussi bien en CDI qu'en freelance. Et quand je Ouais, dis des profils, on touche à pas mal de métiers dans l'écosystème Salesforce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des administrateurs, des business analysts, des consultants, des développeurs, parfois des commerciaux. Donc, d'accord. on est vraiment implémenté dans cet écosystème. Et le but aussi, c'est d'échanger au quotidien avec l'environnement Salesforce. D'accord. OK. Et, euh, et du coup, voilà, tu parlais un petit peu de cette opportunité qui a été finalement l'année 2020. Euh, J'en déduis que finalement, ça n'a pas été une mauvaise année pour l'environnement Salesforce en termes de recrutement. Alors, quand je dis opportunité, nous, effectivement, ça peut paraître étrange, on nous pose souvent la question, mais pourquoi vous créez une entreprise au moment de la crise? Finalement, c'est aussi pendant la crise qu'on observe pas mal de choses et on veut surtout être présent après la crise parce que, comme je disais, Salesforce, c'est un potentiel, on l'a vu, ne serait-ce qu'en termes de volumétrie de candidats présents sur le marché ou de clients qui possèdent le CRM ou les cabinets de conseil qui sont dessus, c'est quand même assez important et on a la chance, comme j'ai dit, de recruter dans la France entière. Après, comme on a créé l'année dernière, on a quand même observé un impact Covid. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas eu. Ouais, Comparé à d'autres secteurs, ça a été moins impacté. Mais par exemple, ce qu'on a observé, hein, pour te donner des exemples, il y a eu beaucoup de projets Salesforce qui ont été suspendus ouais, pour être décalés, voire carrément arrêtés. Tous les personnes qui voulaient entrer dans l'écosystème Salesforce l'année dernière ou même les personnes en reconversion professionnelle, finalement se sont pris la crise de plein fouet et puis ont eu énormément de mal à trouver leur premier emploi. Nos freelances aussi ont parfois dû baisser leur TGM. Donc le mhm, TGM, c'est le taux journalier moyen. Euh,
Donc ça, c'est ce qu'on a observé. Et nous, en interne, on a bien vu, les clients n'ont plus forcément le même budget qu'avant en termes de recrutement, voire certains n'ont même plus de budget de recrutement, en tout cas pour passer par des cabinets tels que le nôtre. D'accord. Donc finalement, c'est un peu en demi-teinte, mais tu penses que l'avenir reste sur le CRM dans tous les cas, qu'après la crise, on va relancer des projets dans ce domaine-là et que bon, il faut être présent, que ce soit voilà, les gens doivent se former, les cabinets de recrutement doivent être prêts et parce que les entreprises vont reprendre, c'est un peu ta certitude ou ta J'en suis pensée. persuadée. J'en suis persuadée. Pour nous, on s'attend vraiment à un boom. C'est vrai que ça a été ralenti, mais ça n'a pas non plus été impacté. Si on parle en termes de macro, juste pour donner quelques Ouais, chiffres sur Salesforce, ça peut être intéressant. ouais, Donc, sur le marché déjà du CRM, comparé à tous les concurrents, Salesforce, c'est le numéro 1 mondial. ouais. Il y a 150 000 entreprises utilisatrices dans le monde. Ils ont une stratégie de fusion-acquisition qui est formidable. Ils ont acquis il n'y a pas très longtemps MuleSoft. La dernière en date, c'est Slack. Donc, avec cette stratégie, ça leur permet aussi d'englober pas mal de choses. Il y a une étude récente d'IDF aussi qui essayait de montrer que 150 000 emplois directs seraient créés en France d'ici à 2024. Donc ça, c'est très intéressant. Et encore une fois, on parle vraiment d'écosystème. C'est pas pour rien. Il y a vraiment plein de choses dans l'environnement Salesforce. Donc oui, moi, je suis persuadée qu'on a juste été ralenti, mais que derrière, il y a un potentiel qui est encore plus grand. Très bien. On va revenir un petit peu plus tard sur la partie Salesforce et donc compétences, REM et tout ça. Là, je vais parler un petit peu du rôle de chasseur de tête. Alors, parfois, ça peut être un peu mal vu. Moi, personnellement, dans mon expérience, voilà, je le dis, au départ, j'étais pas forcément très très chaud pour passer par des tels cabinets pour recruter. Voilà. Et en fait, parce que j'étais là, directeur financier, donc j'ai fait des recrutements. Et en fait, dans ma dernière entreprise, tous ceux qu'on a fait avec des cabinets, ils se sont super bien passés. Et D'accord. ça a complètement changé ma vision du truc. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est un investissement, enfin, que tu as un retour sur investissement direct parce que voilà, tout le monde sait qu'un mauvais recrutement, ça peut coûter cher pour tout le monde d'ailleurs, hein, pas que pour l'entreprise, pour la personne aussi. Si elle est malheureuse, si elle n'a pas trouvé la boîte qu'il lui faut. Et au final, moi, je suis devenu, voilà, les faits m'ont convaincu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle concrètement, comment ça se passe? Oui, alors pour revenir à ce que tu disais, je peux entendre ce que tu dis, puisqu'on a parfois cette mauvaise image du consultant en recrutement, du chasseur de tête. Ça peut être vrai. Donc, le rôle d'un chasseur, ça va dépendre des cabinets de recrutement. Donc, encore une fois, je vais m'exprimer de mon point de vue personnel et professionnel. Donc, au sein de G-Talent, c'est un rôle complètement à 360 degrés. En fait, aussi bien avec donc les talents, les candidats, on est là vraiment en support pour les accompagner dans la prochaine étape de leur carrière. Donc, on est là au moment où on présente des opportunités, au moment des entretiens, on débriefe avec eux de chaque entretien, parce que c'est très intéressant. On est là au moment de l'offre, on est là au moment de la démission, on est là au moment de la négociation des salaires, ça fait partie de notre métier. Et puis, il y a un suivi post-intégration. Et concernant les clients, le but, nous aujourd'hui, ce qu'on essaye en tout cas de mettre en place, c'est de travailler main dans la main, de créer des partenariats avec nos clients, puisque comme tu le disais, un recrutement foireux coûte très cher. Ouais. Donc, le but, c'est vraiment de travailler ensemble, de participer activement au recrutement Salesforce et de faire grandir la société. En fait, il faut nous voir entre les deux, entre les candidats et le client, comme un intermédiaire. D'accord. Et vous avez une base, du coup, comment ça se passe? Une personne vous contacte en direct et vous la voyez direct et vous la gardez sous le coude, si je peux me permettre. Voilà, vous essayez de voir à chaque fois les candidats ou alors c'est à partir d'un profil recherché par une entreprise que vous allez regarder, chercher et rencontrer. Ça peut être les deux. Alors, c'est pour ça qu'on nous appelle chasseurs de tête. Il est vrai qu'en général, on ne vient pas spécifiquement vers nous. D'accord. Les candidats, à moins qu'ils soient à l'écoute, mais c'est vrai qu'on est sur un marché très actif, encore une fois, Ouais. très dynamique. Donc, c'est vrai que nous, si on n'est pas là au bon moment, et il y a vraiment une grosse question de timing, on peut louper des bons talents. Donc, les candidats peuvent venir vers nous en nous disant, écoute, je suis à l'écoute, Ouais. est-ce que tu as des opportunités intéressantes pour moi? D'accord.
Concernant les clients, c'est plus facile puisque justement, ils ont identifié un besoin en interne, ils viennent vers nous, on établit la manière de travailler ensemble et effectivement, on a le besoin qui est préétabli pour chercher les personnes qui vont leur correspondre le plus. D'accord. Du coup, tu parlais un petit peu on revient du coup à Salesforce, de ce marché dynamique. Donc, actuellement, on a quand même plus de demandes que d'offres. Ça dépend des métiers. En fait, on le sait, hein, sur le marché, comme je disais tout à l'heure, nous, on touche à pas mal de métiers. Aujourd'hui, on a une pénurie, par exemple, de développeurs Salesforce. Vraiment des personnes qui mettent les mains dans le cambouis sur la partie technique, qui vont entrer dans l'Apex, qui vont faire du Lightning Web Component, par exemple. Ça, c'est vraiment des compétences qui sont très recherchées. Et on a peu de talents sur le marché. Et puis en plus, il faut savoir que c'est difficile de capter les développeurs. On ne contacte pas un développeur pour lui proposer un autre poste de développeur Salesforce dans une autre structure. Faut vraiment, c'est des profils qui savent qu'ils sont recherchés, Ouais. donc aussi qui ont un coût. Et c'est des profils vraiment difficiles à capter. Après, oui, par rapport à d'autres, en fait, il y a quelques années, il y a eu beaucoup de consultants fonctionnels qui se sont formés, beaucoup d'entrants sur le marché. Donc aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de demandeurs consultants fonctionnels et puis D'accord. finalement, donc ça dépend vraiment des profils. Profil. Donc, Ouais. profil recherché actuellement, c'est vraiment développeur. Et des questions voilà, qui me reviennent des fois, c'est une personne qui est développeur, mais pas du tout sur Salesforce, hein, sur voilà, d'autres langages, et qui souhaite basculer sur Salesforce. Tu vous conseilles toujours de se former au préalable? Alors, il y a des entreprises qui sont prêtes à recruter même des développeurs qui ne connaissent Mhm. pas forcément le langage spécifique à Salesforce. Ça va dépendre, encore une fois. Je sais que, alors, moi, encore une fois, je reste à ma place, hein. Je suis consultante en recrutement, je suis pas du Ouais, tout développeur Salesforce, mais le fait de pouvoir échanger avec eux au quotidien, ça nous apprend beaucoup de choses. Je sais que les personnes qui codent sous Java, c'est un langage qui est assez proche de Salesforce, donc ils ont plus de facilité à intégrer Salesforce. d'accord. Salesforce aussi est très moderne, donc le code est quand même un peu plus simplifié, en tout cas de ce que j'en comprends. Mais la particularité quand même dans Salesforce, en général, quand nous, on nous demande des profils, on est sur du 3 à 5 ans d'années d'expérience sur Salesforce. C'est-à-dire qu'on prend quand même en compte votre Ouais. passé, hein, il y a une expérience professionnelle, mais concrètement, si vous avez aucune expérience sur Salesforce, mais vous avez été développeur Java pendant 3 ans, bon, bah, ça rentre en compte, mais on va quand même vous titiller sur vos projets Salesforce. D'accord. Voilà, donc ça c'est aussi intéressant, c'est l'expérience dans l'environnement Salesforce. Une personne qui vient en disant, bah, en fait, ça fait 1 an ou 2 ans que je suis toujours sur Trailhead, j'ai les certifs euh, qui vont bien, même sans expérience vraiment dans l'entreprise, c'est pas encore suffisant. Ça peut l'être en fonction du poste recherché, de la mentalité voilà, de l'employeur, de ce qu'il recherche, de quoi ils ont besoin, hein, puisque forcément, en fonction des tailles de structure, la stratégie ne va pas être la même et on peut avoir des plus ou moins gros projets. Mais alors, Trailhead, très bonne plateforme, hein, bien évidemment, je la conseille à 100%. En Ouais. plus, elle est totalement gratuite. C'est une source inépuisable d'informations. Donc, c'est un premier départ pour démarrer dans l'écosystème Salesforce. Oui, Trailhead, je le recommande à 100%. C'est un bon premier pas dans l'écosystème Salesforce. Plateforme totalement gratuite, source inépuisable d'informations, hein. C'est vraiment il faut y aller, il faut viser le maximum de badges. Les certifications, maintenant, tu me demandais. Ah, ça, c'est la grosse question qui me revient souvent. C'est dois-je faire des certifications? Est-ce qu'on va me demander comment rentrer sur le marché du travail si j'en ai pas? Voilà. Mhm. Alors, c'est un vaste débat. Là, tout peut être amené à discussion, hein. Je vais plutôt évoquer un point de vue ici. Moi, mon point de vue, c'est qu'une certification ne remplacera jamais l'expérience professionnelle. Je conseille toujours, si vous souhaitez intégrer l'écosystème Salesforce, de quand même passer la première certification, qui est la certification ADX 201, donc Mm. administrateur. C'est un bon premier pas, c'est un bon entraînement, justement, le fait d'être stimulé face à une certification, de voir comment ça se passe, etc. Ça montre aussi un investissement, le fait qu'on souhaite se lancer dans Salesforce. Après, sachez qu'en entretien, vous serez aussi titillé sur le fait de pourquoi telle ou telle certification. On est dans l'IT, c'est
un domaine qui évolue tous les jours. Donc, on évite les certifications en mode bachotage. Si vous passez 10 certifications, bon, bah, tout à votre honneur, hein, c'est vraiment très bien. Mais concrètement, par exemple, si vous passez une certification CPQ, est-ce que vous avez déjà travaillé sur un tel projet? Est-ce que vous l'avez mis en application? Ça, faites attention, c'est des questions qui peuvent vous être posées en entretien. Donc moi, je suis pour les certifications, hein, totalement. En plus, c'est récompensé. Il y a des entreprises qui ont vraiment un bon système de formation qui vous encourage à le faire. Néanmoins, en passer 10 pour en avoir 10 en CV, pour moi, c'est un peu d'importance. Passer une certification qui prouve le projet sur lequel vous avez travaillé, mais je pense que les deux vont ensemble. Non, c'est intéressant, ouais. Essayer d'être cohérent, quoi. C'est une question de cohérence entre ce qu'on recherche et les compétences qu'on peut montrer sur le CV et les certifications qui valident ces compétences. Exactement. Ça reste un point de vue, hein. Je sais que c'est amené à débat. Moi aussi, pas mal de candidats me posent la question, mais est-ce que là, j'ai du temps, je dois passer des certifications? Alors que oui, je sais que quand ça prend du temps, en plus, les certifications sont payantes. Donc, c'est clairement un investissement de temps et d'argent. Donc, quand vous avez le temps, passez-en, bien sûr, mais faut que ça soit cohérent avec un objectif professionnel. Pareil, sur le côté background, est-ce que je dois avoir un background absolument tech? Je reviens, je suis vraiment en reconversion, j'étais commercial. Typiquement, voilà, j'étais commercial, j'ai travaillé sur Salesforce. Ça m'a plu, j'ai commencé à mettre les mains dans le cambouis, puis je suis allé passer sur Trailhead, j'ai fait, voilà. Et souvent, la question, c'est, en fait, j'ai aucun background tech, développeur et tout. Est-ce que je ne sais pas coder? Est-ce que ça peut m'être reproché après lors d'un entretien, quoi? Alors, a priori, non. Mais c'est une très bonne question, Christophe, parce qu'effectivement, c'est une question qui peut être posée en entretien. Mais qu'est-ce qu'on cherche à savoir dans cette question? Encore une fois, c'est de vous titiller sur votre intérêt. On peut vous demander comment vous avez connu le CRM, qu'est-ce que vous connaissez de Salesforce. Donc, a priori, non. En plus, tout le monde peut se former. On en parlait tout à l'heure sur la plateforme Trailhead, donc pas besoin d'un background tech. Néanmoins, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'entrants sur le marché Salesforce, donc essayez de faire la différence, ça peut être intéressant. Au bout d'un moment, avant l'offre, vous avez 2 CV identiques, une personne avec pas de background tech et une personne qui néanmoins, je sais pas, a créé un site internet, a créé un portfolio, a créé une page web avec quelques lignes de code pour montrer son niveau, même un débutant. Dans la balance, ça penchera d'un côté. C'est aussi, comme je disais, c'est un marché, on est dans l'IT, ça évolue tous les jours. C'est bien quand même d'être en veille, mais je conseillerais ça pour tout métier, hein, bien entendu. D'accord. Passons sur ta typologie de clients. Est-ce que tu as un petit peu tous les acteurs de l'environnement ou est-ce que c'est que des entreprises? Alors, quand je parle d'acteurs, ça peut être des intégrateurs, ça peut être des éditeurs de solutions sur l'App Exchange, voilà, ça peut être même Salesforce l'entreprise en elle-même. Je ne sais pas s'ils passent par des chasseurs de tête, mais voilà. Ou est-ce que vous, c'est des entreprises qui ont Salesforce chez eux et qui veulent structurer leurs services Salesforce CRM? Donc G-Talent, c'est un jeune cabinet, hein, quand même. On va bientôt fêter nos 1 an. Donc, merci. J'ai pas la prétention, puis c'est pas le but non plus d'avoir 1001 clients. Comme je disais, c'est vraiment d'instaurer des partenariats de long terme. Mais aujourd'hui, on a quand même la chance de travailler avec des clients qui sont assez diversifiés. Donc, on recrute vraiment dans la France entière. On a des clients à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Toulouse. Et on travaille on a une grande ESN, hein, plus de 25 000 collaborateurs, une start-up qui est en train de grandir énormément, des intégrateurs. Ça dépend vraiment, mais on est quand même assez polyvalent et puis c'est très intéressant puisque parfois c'est pas forcément la même manière aussi de recruter. Donc, Et les profils, tu vas les prendre un petit peu suivant le client aussi. Je veux dire, une personne qui sera amenée à monter un projet dans une entreprise au sein d'une SN, donc ESN, pardon. Donc, elle va aller chez un client et monter un projet. Est-ce que ça sera un profil un petit peu différent d'une personne qui va être dans une entreprise déjà, qui va monter le projet de A à Z, peut-être
des fois de rien du tout d'ailleurs. Tu vas prendre des profils différents à chaque fois? Tu recherches profils différents ou tu peux te dire, ben lui, en fait, il pourrait convenir pour les deux postes? Ça peut arriver parfois de travailler en synergie. Après, on évite quand même, hein, parce que le but, c'est de trouver un candidat différent pour chaque client. Mais ça dépend vraiment. Qui dit CRM dit stratégie, hein. Derrière, on met pas en place un CRM comme ça. Donc, ça dépend vraiment de la stratégie du client. Et ça, c'est notre rôle de bien le comprendre dès le départ. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une petite entreprise qui se lance sur Salesforce, qui va avoir besoin d'un administrateur. Bah, effectivement, nous, on va jauger et puis on va envoyer une personne, si elle est toute seule et qu'il se lance sur le CRM Salesforce, une personne quand même qui va être assez autonome, qui va être capable de mettre en place le CRM, de créer des champs, des objets, même du paramétrage avancé, hein, on peut aller dans les workflows, etc. Et puis une autre personne qui a finalement, par exemple, besoin d'un chef de projet sur un projet de bout en bout Salesforce. Donc non, on essaye quand même de bien identifier ce dont le client a besoin et D'accord. Donc, tu as ce cas, t'as ce cas un peu spécifique de l'entreprise qui peut-être a monté Salesforce avec un partenaire, un intégrateur, et puis qui voit très vite la limite et qui internalise finalement la fonction admin. J'aurais tendance à dire que oui. Nous, on a l'impression quand même, hein, qu'il y a de plus en plus le fait que les clients internalisent de plus en plus. Je pense qu'aussi c'est lié à ce qu'on disait au potentiel de Salesforce. Donc effectivement, ils implémentent le CRM avec un intégrateur et puis après, ils font appel par exemple à des indépendants pour mettre en place quelque chose. Mais sur le long terme, beaucoup de nos clients commencent à avoir des vraies équipes Salesforce qui grossissent. Ouais, c'est ça. Donc, ça commence par un admin parfois, et puis on arrive vite sur des développeurs pour mettre les mains dans le code, et puis après les équipes grandissent. Et le but, c'est vraiment de développer une DSI. Ouais, parce que je pense que les entreprises, peut-être au départ, on ne voit pas forcément le potentiel de Salesforce. Et après, enfin moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Très vite, en fait, on intègre tel service, telle fonctionnalité, voilà. Et au fur et à mesure, ça grossit. Et en fait, ça devient l'outil principal de la boîte. Dans beaucoup de boîtes, ça devient l'outil principal. Ou alors, extrême inverse, on a oublié qu'on l'avait. Il n'y a plus personne qui y va, et encore moins le DG. Mais c'est pas les deux extrêmes. Mais bon, mais c'est exactement ça, tu as totalement raison. Et c'est le gros point fort, encore une fois, de Salesforce, c'est ces modules. On part du principe qu'avec Salesforce, vous pouvez tout faire. C'est pour ça aussi que c'est le numéro 1 mondial. Mais ce que j'entends par là, c'est qu'effectivement, on peut démarrer avec le CRM de base et puis après implémenter finalement des briques qui vont être spécifiques à l'activité des commerciaux, à l'activité de l'entreprise. Et c'est ça, en ça que c'est super intéressant d'avoir le CRM. Mais encore une fois, ça s'accompagne du stratégie. Où est-ce qu'on veut aller avec ce CRM? Ouais, exactement. Passons sur la partie un peu conditions de travail. Alors, est-ce que tu aurais un peu une grille des rémunérations actuelles sur les différents postes? Alors, voilà, admin, peut-être admin plus, peut-être chef de projet, consultant, voilà. Grosso modo, hein, on n'est pas à l'euro près, mais ça peut donner une idée un petit peu pour nos auditeurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Sachant que c'est quand même une question difficile, mais je vais donner les salaires d'entrée avec plaisir. Mais en général, nous, on recrute sur profil, donc c'est toujours un alignement avec le salaire actuel, la manière de se vendre aussi, la négociation, le budget des clients, etc. Bien sûr. Le lieu où se trouve l'entreprise aussi. Oui, tout à fait. Forcément les mêmes salaires, Paris ou province. Totalement. Donc, j'allais faire la distinction entre les deux. Donc, en salaire d'entrée dans l'écosystème Salesforce à Paris, vous pouvez être sur une fourchette. Je parle en termes de fixe annuel brut qui est entre 39 et 42. D'accord. Paris. Et ensuite, quand vous êtes en dehors de Paris, on est sur du 33-35 fixe annuel brut. D'accord, ok. Quel que soit le poste, c'est une fourchette qui correspond un petit peu pour tous les postes. C'est une fourchette d'entrée. Après, avec la spécificité qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les développeurs sont très demandés. Donc on serait un peu plus, peut-être sur la fourchette haute. Un tout petit peu plus haut, voilà, mais effectivement, c'est des salaires d'entrée. C'est-à-dire que sachez qu'encore une fois, je le disais, c'est l'avantage aussi, c'est que salaire d'entrée,
c'est des salaires quand même qui évoluent très vite. Et puis comme dans Salesforce, vous travaillez sur des projets, vous montez quand même en compétences assez rapidement, que ce soit via Trail, les certifications ou votre expérience professionnelle. Je mettrais quand même, parce qu'on forme beaucoup de juniors, l'accent sur, et nous on le dit à tous nos candidats, c'est pas seulement aux juniors ou aux personnes en reconversion professionnelle, le salaire, bien entendu, on est là pour vous accompagner. Il y a un gap qui doit être réalisé puisqu'il y a une prise de risque. Ça, on l'entend tout à fait. Mais en tout cas, pour les personnes qui souhaitent rentrer dans l'environnement Salesforce, ne pensez pas qu'au salaire. Pensez que, comme je disais, il y a beaucoup de nouveaux entrants dans Salesforce, c'est-à-dire beaucoup de concurrence aussi. Donc, pensez quand même à votre première expérience professionnelle. Une fois que vous avez un pied dedans, finalement, vous allez évoluer très vite. Et encore une fois, on se met en tête que c'est un salaire d'entrée. Donc, par rapport à tous les profils qui souhaitent se lancer, du moins, puisque les profils expérimentés, c'est un petit peu plus facile, il y a les augmentations en interne, etc. Mais les profils qui souhaitent se lancer, je vous conseille vraiment le salaire, de penser vraiment, poser des questions qui sont type est-ce que le CRM est bien mis en place, sur quel poste je vais être, quelles vont être mes responsabilités, sur quel type de projet je vais travailler. Et je pense que c'est le plus important. Ok. Une chose qui me vient et que peut-être on ne pense pas à ça, c'est que comme Salesforce, voilà, c'est américain, a priori, toutes les entreprises du monde sont susceptibles de mettre Salesforce, même si on sait que la France est un des pays numéro 1 pour Salesforce. Donc, on a un petit peu un biais en tant que Français. Voilà, on a tendance à penser que Salesforce est numéro 1 mondial, même s'il l'est. Mais attention, il y a des pays où il y a des vrais outils locaux ou d'autres locaux au top et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que commencer à Salesforce en France, ça peut ouvrir des opportunités internationales. Aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne. Je sais que Salesforce est très push là, en Espagne ou dans d'autres pays du sud de l'Europe. Donc, ça peut ouvrir des voies ailleurs. Ah oui, totalement. C'est pour ça que je voulais aussi évoquer l'anglais, donc le fait de parler anglais. Donc, quand on reste en France, on ne demande pas aux candidats d'être bilingues, mais effectivement, vous le voyez, quand vous êtes sur Trailhead, il y a beaucoup de choses et les certifications sont en anglais. Donc, c'est quand même important de bien pouvoir parler en anglais. Même en France, parfois, vous êtes amené à travailler avec, un chef de projet qui est anglais. Parfois, il y a aussi des équipes en Inde, donc on travaille avec elles. Et effectivement, il y a des belles passerelles. Je crois que c'est pas toujours évident de comprendre l'anglais. C'est ça, mais ça peut être plus facile parce mais il faut bien le comprendre parce que dans ce quand on est dans un environnement, on est souvent amené à parler, à échanger avec eux et parce que beaucoup de compétences qui sont là-bas, on le sait. Et donc, c'est vrai que c'est pas forcément toujours simple de les comprendre. C'est sûr. Mais ayant vécu à Londres, c'est vrai que parler avec des natifs, donc avec des vrais Anglais, entre guillemets, c'est encore plus difficile. Alors que, on parle avec où c'est pas la langue natale, c'est quand même plus abordable. En tout cas, perfectionner aussi l'anglais, un point fort dans le CV, encore une fois, ça peut pencher dans la balance. Et il y a des très belles passerelles à l'international dans Salesforce, ça c'est clair. Après, faut aussi se poser la question lors des entretiens, si c'est quelque chose qui vous intéresse, justement, de savoir s'il y a des entités en dehors de la France pour qu'à long terme, vous puissiez les rejoindre. Et vous recrutez aussi pour des postes internationaux ou pour l'instant, ça reste sur le territoire national ? Pour l'instant, en toute transparence, on est sur le territoire national, mais on a pour ambition, effectivement, puisqu'on observe qu'on a des clients justement qui sont au Luxembourg, au UK, en Espagne. Donc, c'est vrai que sur le moyen terme, on se dit effectivement, ça serait intéressant de pouvoir recruter des personnes en dehors de la France. Une question que j'ai un peu zappé tout à l'heure en première partie, c'était sur le panorama un petit peu des cabinets de recrutement spécialisés Salesforce. Je ne sais pas trop, vous êtes quelques-uns déjà installés en France. Il y a des gros déjà, des moyens, des petits. Comment ça se passe ? Alors, on fait un rapide. Super intéressant. Donc, pourquoi je disais qu'avec la spécificité qu'on ait voulu avec mon associé et G-Talent être local et revenir en France, c'est parce qu'on a été chasseur de tête à Londres et on l'est maintenant en France. C'est totalement différent. On a eu la chance d'être formés à l'anglo-saxonne et ils sont vraiment… Londres, c'est la capitale du recrutement, en fait. Ils ont des très bonnes méthodes de formation. Et effectivement, la plupart de nos concurrents, à l'heure actuelle, sont basés à Londres, puisqu'ils ont compris l'importance d'être spécialisés sur un marché.
Alors qu'en France, on a beaucoup de cabinets généralistes. Donc, vous allez avoir, par exemple, un cabinet IT. Donc, ils vont faire du Salesforce, mais ils vont aussi faire du Java. Ils vont recruter des développeurs full stack. Ouais, Voilà, donc ils vont pas être forcément spécialisés. Et puis, c'est un environnement aussi où il y a beaucoup de turnover, où les consultants changent beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu se mettre en avant avec ça. Donc, on a peu de concurrents en France, même si on en a d'accord. quelques-uns. Et la plupart sont basés à Londres notamment, ou en Angleterre du moins. Et effectivement, ils sont spécialisés. Et il y a effectivement des mastodontes qui ont très bien compris le potentiel Salesforce et qui ont un beau succès. D'accord, donc c'est intéressant. Voilà, donc vous êtes un des rares cabinets français basés en France, spécialisés sur Salesforce. C'est bon à savoir. Mm. Voilà, pour ceux qui nous écoutent. Et du coup, par rapport à la question précédente qui était sur territorialité un petit peu des offres et des postes, est-ce que tu sens, suite à ce qu'on vient de vivre, là, une petite pandémie, je crois, je sais pas, quelque chose qui est en train de se passer, est-ce que par rapport au télétravail, est-ce que maintenant, je peux être admin d'une boîte, être en 100% télétravail, et c'est-à-dire, bon, bah, on sait qu'il y a beaucoup de postes qui sont basés à Paris, beaucoup de Mhm. gens qui aiment la province, et ils ont raison, et qui veulent un petit peu conjuguer les deux, avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est une question difficile. Non, c'est une question difficile parce qu'encore une fois, ça ouvre au débat et ça ouvre à nous ce qu'on ne contrôle pas forcément. Encore une fois, les stratégies des clients, etc. Mais Euh, ton feeling par rapport à ça, est-ce que tu as l'impression que les entreprises sont de plus en plus ouvertes et qu'on arrive même presque à du 100% télétravail, ou est-ce qu'on sont encore frileuses et qu'elles demandent toujours au mhm. moins un tiers, une moitié de temps, un quart de temps, 70%? Je dirais qu'on a évolué. Encore une fois, finalement, dans la pandémie qui est aussi horrible à tel été, on a quand même, il y a des choses qui se sont débloquées, notamment le télétravail. Donc, ça a montré à certaines entreprises que le télétravail était possible, notamment à 100%, que l'équilibre entre la vie perso et pro était possible aussi. Donc, je dirais que c'est mitigé. On a aujourd'hui des clients qui sont 100% télétravail, qui nous demandent des profils 100% télétravail. D'accord, C'est d'ailleurs la méthode que choisissent pas mal de freelance quand ils sont placés sur des projets, bien sûr. d'avoir aussi cette liberté en tant qu'indépendant que je comprends tout à fait. Après, pour les postes en CDI, ça va vraiment dépendre, c'est vrai, de la mentalité, mais aussi du projet. Comme je disais tout à l'heure, si on se lance sur le CRM, on va peut-être avoir besoin de plus d'échanges, plus de compréhension, plus de proximité avec la personne qu'on va recruter. Ça dépend aussi du nombre de salariés que vous avez, je pense, puisque si vous êtes déjà pas beaucoup, on a peut-être envie quand même de créer une cohésion d'équipe. Mais je dirais que oui, ça s'est en tout cas amélioré à mes yeux, qu'on est de plus en plus sur du télétravail et que heureusement, on a le matériel qu'il faut à l'heure actuelle et on s'est fort bien habitué. D'accord. Non, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, ah bah, l'entreprise, elle met Salesforce, donc voilà, elle est déjà un petit peu dans le monde, enfin, elle digitalise, elle est, voilà, mais en fait, Mhm, il se peut que, voilà, on reste sur des schémas un petit peu anciens, entre guillemets. Après, chacun a ses mhm, raisons. Moi, je ne juge pas du tout, parce bien que sûr. j'ai fait un peu des deux, hein. Mhm, Donc, c'est vrai qu'on peut avoir une image en se disant, bah, je me lance dans Salesforce, je vais pouvoir au moins rester chez moi pour télétravailler. Et puis, en fait, finalement, non, on retombe sur des schémas classiques où l'entreprise, finalement, il y a mhm. autant de types de travail que d'entreprise, et même si on est dans l'IT, finalement. Surtout qu'il n'y a pas que Salesforce, à moins de faire que ça. En général, dans une entreprise, il y a plusieurs Bien sûr. collaborateurs. Donc, à moins d'imposer, enfin, de donner le télétravail à tous les salariés, c'est vrai que. Mais au moins, l'avantage d'avoir Salesforce, c'est qu'effectivement, vous pouvez travailler de partout, mais ça dépend encore une fois de ce que vous voulez faire en interne. Ok. Une petite dernière question, parce qu'on a parlé, enfin, on n'a pas parlé justement des freelances, et Mhm. actuellement, si tu avais un ratio un petit peu, toi, quand tu places des gens, tu as un ratio à peu près de combien entre même CDI, CDD, on va les cumuler, et un Mhm. contrat de travail, on va dire, et un contrat de prestation. C'est quoi ta question, Christophe? Excuse-moi, j'ai pas. Sur l'ensemble de tes placements, Mhm. de personnes au sein des entreprises, c'est quoi la proportion entre des personnes qui vont rentrer en tant que salariés Mhm. et des personnes qui vont rester freelance, donc qui vont avoir une mission de prestation? Je dirais que on est sur du 50-50. D'accord.
Ouais, Ok, réellement, le marché, sincèrement, a autant de potentiel du côté CDI que freelance. Bon, parfois, on essaye de les faire changer de camp, mais, d'accord. mais ouais. C'est-à-dire que tu essaies de faire changer le freelance ou l'entreprise? Non, parfois, on essaye, quand on a des bons profils, on leur pose la question, euh, plutôt du côté des freelances. D'accord, On a des bons postes en CDI, on leur propose, mais en général, je comprends tout à fait, hein. Même moi, aujourd'hui, je suis en indépendante. C'est une liberté qu'on n'a peut-être pas en CDI. Donc, d'accord. Donc mais c'est difficile. Ouais, d'accord. Une fois qu'on commence freelance, généralement, on y a pris goût. Si ça fonctionne, attention, parce oui. que si ça fonctionne pas, ça peut être vraiment galère. Hein, attention, c'est pas le Mhm. monde des bisounours. Mais quand ça commence à fonctionner, alors c'est vrai, on a cette qualité de vie, on est un peu libre de son temps, entre Mhm. guillemets. Attention, s'il y a un client qui qui est pas content, c'est quand même différent que quand on est salarié. Hein, parce que Mhm. les relations peuvent être vite tendues parce qu'on n'est pas tout le temps à vivre dans le même bureau et tout, mais voilà, un client mécontent, ça peut très mal se passer. Mais c'est vrai qu'on a une qualité de vie un petit peu différente, un peu meilleure que quand on est CDI. Mhm. Et par rapport aux entreprises, elles sont pareilles. Donc, on est sur du 50-50 en termes d'offres de postes, Oui. si je comprends bien. Il y a pas de... Mhm. Ok. On n'a pas parlé du TJM, du coup, à peu près moyen. Tu as une idée un petit peu pour pareil, hein, dans développeur ou admin ou consultant chef de projet? Ouais, salaire d'entrée, ça va être du 300-400, voire un D'accord. peu plus. Après, je dis salaire d'entrée, je pars sur un junior, mais alors attention, on ne nous recommande pas forcément d'être indépendante dès votre entrée dans l'écosystème Salesforce, d'une part, puisqu'il faut quand même, en général, vous êtes positionné avec votre expérience professionnelle, et puis aussi il y a la partie réseau, donc le fait de connaître des personnes qui vont vous recommander d'autres personnes pour trouver des projets. Donc, c'est vrai qu'on conseille ça plutôt aux personnes expérimentées. Mais pour en revenir à ce qu'on disait avant, CDI ou freelance, finalement, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, hein, Bien vraiment. sûr. Ouais, bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a une chose dont on n'aurait pas fait part et qui te semble important à relever? Non, je pense qu'on a fait le tour. J'inviterai simplement les personnes qui nous verront en interview à nous contacter, hein, que ce soit moi ou mon associé ou toi, Christophe. Avec plaisir, on est toujours, on invite les candidats sincèrement, même si vous n'êtes pas à l'écoute du marché, à nous contacter pour justement partager des infos sur le marché Salesforce, partager des réseaux. On a aussi en place un plan de cooptation, donc n'hésitez pas à nous recommander des personnes. D'accord, très intéressant. Donc, comment ça fonctionne ce plan de cooptation Alors, concrètement? si vous, par exemple, toi, tu connais un développeur Salesforce, tu me le Mhm. recommandes, et que je le place chez un de mes clients, tu es récompensé. Alors, on a des grilles. Tu es récompensé sous forme de bon d'achat dans l'enseigne de ton choix. D'accord. Pour nous, la recommandation, c'est toujours le côté solidaire. On recommande les copains, c'est avec plaisir. On a quand même mis ça en place pour vous récompenser aussi, pour vous dire, voilà, vous nous recommandez des personnes, ça nous aide beaucoup, surtout encore une fois, sur un marché de niche comme ça. Écoutez, avec plaisir, on fait des bons d'achat et profitez-en. D'accord. Et puis, souvent, ce qu'on dit, c'est que quand c'est coopté, généralement, ben, la personne qui coopte s'engage aussi quelque part. Donc, voilà, généralement, c'est des profils qui fonctionnent un peu mieux. Mm. Enfin, le taux de réussite est meilleur, Oui, en généralement. général. Puis on a beaucoup d'informations aussi en amont, enfin beaucoup, tout reste confidentiel, hein, de par notre métier, mais Bien sûr. c'est vrai on va nous conseiller une personne et puis on va nous la présenter de manière rapide, et puis ça nous permet aussi, voilà, de connaître un petit peu la personne en amont, et puis de Bien savoir quoi sûr. lui présenter, d'être plus proactif avec celle-ci. D'accord. Donc, pour vous contacter, on va sur votre site. Je vais mettre le lien du site, de toute façon, en commentaire de la vidéo. Donc, on peut aller sur le site pour Site contacter. internet, LinkedIn, notre fer de LinkedIn aussi en lance. On est direct. tous les jours sur LinkedIn, liker nos posts et liker J'ai les été posts de talent, j'ai talent avec un S à la fin. C'est Voilà, ça. pour vous trouver. Et puis voilà, donc pour vous contacter, il n'y a pas de problème, on arrivera à vous avoir. Super. Bon, eh bien, merci beaucoup, Aurélie. Merci à toi, Christophe, pour le temps accordé et pour, Je t'en prie, c'était un l'interview. plaisir. C'était un Merci. plaisir. À très vite, j'espère. Et pour nos auditeurs, j'espère à très bientôt pour un nouveau épisode ou un nouveau tuto sur Salesforce pour les nuls. Merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci, à bientôt.